Bonjour à tous, avant de commencer la correction de mes copies, je vous propose un corrigé de l'épreuve d'SVT du mercredi 19 juin 2024 et pour l'instant voici la correction de l'exercice 2. Dans cette vidéo, je veux surtout vous proposer en fait de la méthodologie parce que des corrigés, il en circule déjà pas mal sur internet. Si vous en voulez des rapides et bien faits, je vous conseille de visiter le compte Instagram de mon collègue. Ça s'appelle SV Time to Learn et franchement, il propose des trucs vraiment super, bien expliqués, rapides, concis. Bref, vous y trouverez toutes les réponses. Donc là, on va plutôt parler de méthodologie. Donc, pour l'exercice 2, ma méthodologie, eh bien, en fait, c'est de ne pas regarder les documents, mais de m'intéresser à l'introduction de l'exercice et à la question qui est posée avant toute chose. Donc, la première chose, c'est de récapituler les connaissances que l'on a en fonction de ce qui est dit dans l'introduction. Donc, moi, voilà ce que je me suis rappelé de ce que je sais. Donc, puisqu'on me parle ici de stress aigu, il s'agit donc de se rappeler que lors d'un stress aigu, il va y avoir sécrétion par les glandes surrénales de l'adrénaline qui va augmenter la fréquence cardiaque et du cortisol qui va augmenter la glycémie. Le reste de l'introduction nous dit que lorsqu'il y a un stress aigu, on va avoir une accélération du transit intestinal. Donc, sachant que le muscle est un organe creux, mais dont la paroi est constituée de muscles, je me suis demandé, tiens, est-ce que cet exercice va porter sur l'action du stress sur les muscles? J'ai lu la question qui ne m'a pas apporté grand-chose de plus, donc proposer une explication. Autrement dit, il s'agira de trouver dans les connaissances et dans ces documents de quoi expliquer pourquoi lorsqu'il y a stress et donc sécrétion d'hormones du stress, il va y avoir une accélération de la progression des aliments dans l'intestin. Une fois que j'ai compris ce qu'on attendait de moi, j'ai élaboré un plan, toujours sans regarder les documents. Il me semble que regarder les documents à l'avance, ça peut induire en erreur, parce qu'en réalité, on va essayer de construire un plan en fonction des documents, alors qu'il faut construire un plan et ensuite associer chaque document à chaque partie du plan qu'on a élaboré. Donc moi, j'ai pensé à un plan en 3 parties. Une première partie qui parlerait de la structure de l'intestin. Une deuxième partie qui parlerait de la réponse de l'organisme lors d'un stress. Et une troisième partie qui mettrait en relation le grand 1 et le grand 2 et qui permettrait d'expliquer les effets des hormones du stress sur l'intestin. Donc vous voyez que ma feuille de brouillon, lorsque j'écris mon plan, je laisse des espaces entre les 3 parties de façon à pouvoir remplir ensuite ces 3 parties avec des éléments des documents. Bien, donc maintenant j'ai une problématique, j'ai un plan, je vais donc étudier les documents. Donc là pour le coup je les prends un par un dans l'ordre. Et moi j'utilise toujours un code couleur. C'est-à-dire que les éléments qui sont dans les informations données sur l'expérience réalisée ou l'observation réalisée, je vais les écrire au crayon à papier parce que ça s'efface, donc ça me permet de corriger. Et ensuite, j'utiliserai le rouge pour la conclusion, la déduction à partir de l'expérience et le vert pour les hypothèses si j'en fais. Ou alors les liens à faire entre l'expérience présentée dans un document et une expérience ultérieure. Alors, que pouvait-on tirer du document 1? Donc, le document 1, c'est une mesure de la concentration sanguine de corticostérone. Donc, on nous dit qu'on va exposer des souris à une situation de stress, donc là, le stress d'évitement de l'eau, et qu'on va mesurer la concentration en corticostérone, donc chez ces souris soumises à un stress, donc les souris test, ainsi qu'à des souris non soumises à ces stress, donc des souris témoins. Et on nous rajoute que la corticostérone, c'est l'équivalent du cortisol, donc on est bien dans les hormones sécrétées lors d'un stress. On nous donne un graphique un peu bizarre avec des points et on nous dit que chaque point représente une souris.
Donc dans cette expérience, on mesure la concentration sanguine de corticostérone en nanogrammes par millilitre. On nous donne des chiffres, donc clairement, lorsqu'on traitera du document et qu'on analysera le document, il faudra citer des chiffres. Donc on prend des repères. Donc on a nos 2 lots de souris, sans stress et avec stress. Et ici, on a des petites étoiles qu'il était important d'expliciter. Dans la légende, ici, on nous dit que ces étoiles signifient que le résultat observé est significativement différent. Autrement dit, si on observe une différence, elle a un sens. Alors moi, j'étudie aussi toujours le test par rapport au témoin. Donc, je regarde le test. Donc, à l'exception de cette souris, ici, pour toutes les autres souris, lors d'un stress, la concentration en corticostérone dépasse les 100 nanogrammes par millilitre, alors que pour les souris test, sans stress, la concentration en cortisol ne dépasse pas les 100 nanogrammes par millilitre. J'en ai donc déduit que le stress augmente la sécrétion de corticostérone. Là, en fait, j'ai écrit cortisol parce que c'est chez l'homme, mais là, chez les souris, donc c'est la corticostérone, la sécrétion de corticostérone par les surrénales. Est-ce que ce document a une place dans le plan que j'avais élaboré? Eh bien oui. Pas dans le 1, mais dans le 2. Donc, sur mon brouillon, je ne vais pas réécrire tout ce que j'ai écrit au crayon à papier, puisque c'est déjà écrit là. Mais par contre, je vais écrire le document et je vais écrire la conclusion. Comme ça, je ne peux pas l'oublier. Passons au document 2. Alors, le document 2, il est en 2 documents, document 2A et document 2B. D'abord, le document 2A, tout de suite, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'ici, j'ai un document qui est une image, un schéma fonctionnel de l'organisation de l'intestin. Quand je lis la légende, je vois qu'il y a des mots compliqués, mais ce que je peux constater tout de suite, c'est que l'intestin est bien constitué d'une paroi musculaire et de tissus qu'on me dit s'appeler plexus myentérique et plexus sous-muqueux. Si je lis le texte qui va avec, on me dit ici que les plexus myentériques et sous-muqueux sont constitués de neurones regroupés en ganglions. Et ici, on me dit que le transit intestinal est permis par des cycles de contraction et relâchement des muscles circulaires et longitudinaux de l'intestin. Et en fait, ce document nous montrait qu'il fallait sortir du cours sur le stress et partir vers une autre leçon, qui était la leçon de la contraction musculaire, parce qu'on a un muscle et on a des neurones. Et donc en fait, on a des neurones, on a une contraction musculaire, et on doit se rappeler qu'entre les deux, au niveau de la jonction entre le neurone et la contraction musculaire, et le muscle, pardon, il y a sécrétion de neurotransmetteurs pour permettre cette contraction et sécrétion d'acétylcholine. Donc là, c'était une difficulté de l'exercice, c'est qu'il ne fallait pas rester dans le stress, il fallait vraiment faire le lien avec la contraction musculaire et le système nerveux. Ce document 2A, eh bien, il trouve lui aussi une place dans mon plan, il va avec le grand A. Donc pour l'instant, j'ai 2 documents et qui correspondent à mon plan, ce qui fait que je peux commencer à me dire que je ne me suis pas trompée, que ma première était la bonne et que mon plan devrait être correct. Donc je vais continuer à étudier les documents et je vais passer au document 2B. Le document 2B, il s'intéresse à l'activité des neurones du plexus myentérique. Autrement dit, il s'intéresse à l'activité des neurones qui sont situés ici et qui sont en contact donc avec le muscle. Alors c'est une expérience réalisée in vitro puisqu'on va prélever des fragments de gros intestins sur des rats qui sont soumis au même protocole que les souris donc précédentes, donc autrement dit des rats soumis à un stress. Et on va marquer par immunohistochimie ces fragments de gros intestins afin de mettre en évidence la présence d'une protéine appelée FOS, qui est un marqueur de l'activité des neurones. On nous dit que cette protéine FOS, elle apparaît en gris clair sur les photographies. On réalise les expériences au début
et enfin de gros intestin. Autrement dit, sur plus ou moins, c'est représentatif de toute la longueur du muscle, du gros intestin. Alors déjà, il fallait interpréter ce qui est dit à propos de la protéine fausse, puisqu'on nous dit que c'est un marqueur de l'activité des neurones. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus il y aura de protéines fausses, plus les neurones sont actifs. Et moins il y a de protéines fausses, moins les neurones sont actifs. Si on regarde les résultats de l'histo-immunochimie, eh bien, on voit que dans le cas du groupe témoin, c'est-à-dire des rats non soumis à un stress, il y a peu de taches colorées, autrement dit peu de neurones actifs. Alors que dans le cas des rats soumis à un stress, on observe beaucoup de taches blanches, donc beaucoup de neurones actifs, puisqu'il y a beaucoup de protéines fausses. On peut même essayer d'être très précis. Avec l'échelle à 20 micromètres, on a bien la confirmation grâce à la taille que ceci, c'est une cellule. Et donc, on pouvait compter et dire par exemple que chez le témoin, que ce soit en début ou en fin d'intestin, il n'y a qu'un seul neurone actif sur la coupe, alors que chez le rat soumis à un stress, en début et en fin d'intestin, il y a un minimum de 7 neurones actifs. Et ce qui voudrait dire qu'il y a 7 fois plus d'activité neuronale lorsqu'il y a stress. Puisque j'ai fait le lien avec la contraction musculaire, je peux aussi proposer une hypothèse. Puisqu'il y a peu d'activité des neurones, alors il y a peu de contraction, et s'il y a peu de contraction, il y a peu de transit. Et s'il y a une forte activité des neurones, alors il y a des contractions importantes des muscles de l'intestin, et à ce moment-là, le transit est accéléré. Donc là, je commence à poser les bases de la réponse à la question qui m'a été posée. Dans quelle partie de mon plan est-ce que je peux mettre ce document 2B? Eh bien, je ne suis pas encore dans la réponse. Ici, j'ai formulé une hypothèse, mais rien n'est certain. Donc, je vais placer ce document 2B dans mon grand 2. Et l'hypothèse va pouvoir me permettre de faire le lien entre la structure de l'intestin, la réponse de l'organisme à un stress et l'explication de l'accélération du transit, c'est-à-dire l'explication par l'effet des hormones du stress sur l'intestin. Passons au document 2C. Donc le 2C, c'est une mesure de la concentration en acétylcholine dans le plexus myentérique. Donc on se rappelle que l'acétylcholine est le neurotransmetteur de la contraction musculaire, mais l'avantage dans ce document, c'est que si on ne s'en souvient pas, eh bien ici on nous le dit, les neurones produisent de l'acétylcholine. Et dans ces neurones, on a mis en évidence des récepteurs à la corticostérone. Donc ici, on voit bien qu'on commence à avoir un lien entre les hormones du stress, c'est-à-dire la corticostérone, qui va pouvoir agir sur les neurones puisqu'il y a des récepteurs, et l'acétylcholine. Cette expérience va nous confirmer cet effet. En effet, ce qui est réalisé, c'est que sur des lots de rats soumis à un stress, on va utiliser une molécule qui s'appelle CORT 108-297, qui est un antagoniste des récepteurs à la corticostérone. Normalement, on a vu aussi dans le cours qu'un antagoniste est une molécule qui peut se fixer sur un récepteur et empêcher la fixation de l'hormone normale sur son récepteur, ce qui est le cas, puisqu'on nous dit qu'il peut se fixer sur les récepteurs et empêcher la fixation de la corticostérone. Dans cette expérience, on mesure la concentration en acétylcholine produite par les neurones. Là encore, on nous donne l'unité, micromole par microgramme de protéines, et on nous donne des valeurs. Donc, il faudra, dans l'analyse, citer des valeurs et citer les unités. Donc, on a 3 lots de rats. Ou de souris. Donc, on a 3 lots de souris. Donc, un groupe témoin sans stress,
un groupe d'Iwaz soumis au stress, mais avec une corticostérone active, parce qu'on n'a pas utilisé l'antagoniste, et un groupe soumis à un stress, mais avec une corticostérone inactive, ne pouvant pas se fixer sur ces récepteurs, puisqu'on a utilisé la molécule CORT 108-297. Si on regarde bien le tableau, on voit qu'ici, là, et ici, on a les deux petits symboles qu'on a déjà rencontrés, la petite étoile. La petite étoile nous dit qu'on a une différence significative. Et par contre, le petit rond nous dit qu'on a une différence non significative. Alors, on va commencer par là, puisque la différence est non significative. On se rend compte que si c'est non significatif, ça veut dire qu'il n'y a aucune différence avec le témoin. Autrement dit, les résultats sont identiques à ceux d'un groupe de souris sans stress. En revanche, lorsque les souris sont stressées et ont de la corticostérone qui peut se fixer sur son récepteur, alors on observe une différence significative de plus 0,5 micromol par microgramme d'acétylcholine. On pouvait déduire de tout ça que la corticostérone, elle va activer la sécrétion de l'acétylcholine par les neurones du plexus myentérique. Et elle active cette sécrétion d'acétylcholine par les neurones du plexus myentérique en se fixant sur les récepteurs des neurones, puisque lorsqu'elle ne peut pas se fixer, il n'y a pas d'action. Donc, dans cette expérience, on nous présente bien une action d'une hormone du stress sur l'organisme et sur l'intestin. Donc, ce document, il trouve lui aussi sa place dans mon plan, dans le grand 3. Donc là, j'ai plus aucun doute que mon plan, il est parfaitement bon. Et donc, j'écris le titre du document et je vais mettre ma conclusion. Et avec ce document, j'ai obtenu ceci. Mais il me reste à compléter parce que pour l'instant, j'ai toujours pas parlé de la contraction des muscles. Et justement, on me parle de muscles dans le document 3A, puisque c'est mesure de la capacité des muscles à se contracter. Alors cette fois encore, il s'agit d'une expérience in vitro où on a récupéré des bandes de paroi intestinales, donc autrement dit muscles et nerfs, chez des souris soumises à un stress. Et là, on va mesurer la force de contraction à l'aide de capteurs lorsqu'on réalise une stimulation électrique qui va activer les neurones du plexus myentérique. La réponse a été enregistrée, donc soit en gardant des récepteurs à l'acétylcholine normaux, c'est-à-dire sans les bloquer, fonctionnels, soit ici en utilisant un autre antagoniste qui est, là c'est plus le CORT dont j'ai oublié le numéro, mais c'est de l'atropine. Donc je repère sur mon graphique, donc ici c'est bien l'intensité de la contraction. Donc pour ne pas l'oublier, ne pas m'embrouiller, imaginer que c'est des potentiels d'action ou que sais-je, je me l'écris là sur le brouillon. C'est dommage qu'il ne l'ait pas mis, ça pouvait être sujet à confusion. Donc là, voilà, j'ai mis une flèche et je l'ai écrit. C'est pareil, ici on me dit EFS, mais pour ne pas oublier ce que ça veut dire, je me suis marqué ici des petites flèches et j'ai indiqué que c'était la stimulation des neurones du plexus myentérique. Donc à partir de là, ce document, il était pas très compliqué à interpréter. Lorsqu'il n'y a pas de fixation de l'acétylcholine sur ces récepteurs, alors la stimulation des neurones du plexus myentérique entraîne une contraction des muscles assez faible, alors que chez un individu stressé, donc chez les souris stressées, l'intensité de la contraction, lorsqu'on stimule, elle est beaucoup plus forte. Je ne peux pas donner de chiffres puisqu'on ne m'en donne pas, mais par contre, je peux tout à fait dire qu'elle est au moins 2 fois plus forte. Il suffit de regarder à peu près la hauteur. Et donc de ça, je peux tirer une conclusion qui va se rajouter à ce que j'ai déjà dit. Donc j'ai déjà dit que le stress entraîne la sécrétion de corticostérone qui se fixe sur les récepteurs des neurones.
qui vont sécréter de l'acétylcholine et cette expérience me permet de rajouter dans ma conclusion qu'il y a alors contraction des muscles de l'intestin. Et plus il y a de stress, plus il y a de corticostérone, plus il y a de fixation sur les neurones, plus il y a sécrétion d'acétylcholine et plus la contraction va être importante. Donc ce document 3, eh bien, il trouve lui aussi tout à fait sa place dans mon grand 3 et je me contente en fait de rajouter à ce que j'ai déjà écrit les contractions de la paroi musculaire. Donc là, il me reste le document 3B. Donc si je regarde le document 3B, il compte les boulettes fécales. Donc, au départ, je ne savais pas bien où le mettre. Mais en fin de compte, vu qu'il compte les boulettes fécales, il va terminer le devoir, puisque là, il permettra de faire le lien avec le transit. Donc, on retrouve la même chose que précédemment, c'est-à-dire que on va soumettre des souris à un stress et on va, par la cohorte 108-297, empêcher l'action de la corticostérone. Donc, on regarde le document, on voit donc qu'on compte les crottes. Il y a des chiffres, donc il faudra les citer dans l'analyse. Qu'un point, c'est bien une souris. Et ici, on a les étoiles. Donc, ça nous précise que dans cette expérience WAS, il y a une différence significative observable. Alors qu'ici, on n'a pas d'étoiles. Ce qui veut dire que dans l'expérience de stress plus le cohorte 108-297, il n'y a pas de différence significative. Donc, dans un cas de stress sans bloquer l'action de la corticostérone, on voit que avant et après le stress, il y a une différence. Après le stress, la majorité des souris font entre 10 et 15 jusqu'à 17 crottes par souris et par heure, alors qu'avant le stress, la plupart des souris, la majorité des souris ne produit pas plus de 10 crottes par heure. Lorsqu'on bloque l'action de la corticostérone, on n'observe pas de différence significative. Il n'y a pas plus de 10 crottes par souris et par heure, ce qui permet de conclure que la corticostérone a bien une action d'augmentation du transit. Donc cette expérience du document 3B trouve elle aussi sa place dans le plan, mais en réalité au départ je l'avais mal situé parce que je ne savais pas trop en faire, parce qu'en fait le document 3B il va à la fin pour pouvoir conclure que l'augmentation des contractions augmente le transit. Une fois que j'ai fini ce travail, en fait, j'ai tout, sauf la conclusion. Donc, moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais écrire ma conclusion tout de suite, là, quand j'ai fini mon travail de réflexion, puisque la conclusion récapitule les informations de façon précise, que ces informations, quand je vais rédiger, je vais les donner au fur et à mesure, alors que là, dans ma tête, elles sont bien les unes à la suite des autres. Donc, je vais tout de suite, en fait, transformer ceci en une conclusion. C'est-à-dire que lors d'un stress aigu, on a sécrétion de corticostérone chez les souris, ce qui se traduit par la fixation de cette corticostérone sur les récepteurs des neurones du plexus myontérique, qui vont alors sécréter massivement de l'acétylcholine, ce qui va permettre une augmentation des contractions du muscle lisse de l'intestin et alors une augmentation du transit. Et je pourrais faire une extension à l'homme si je veux. Voilà, donc ce corrigé est terminé. Il faut savoir que donc moi j'y ai passé bien un bon quart d'heure, même si la vidéo fait beaucoup plus. La vidéo explicative fait beaucoup plus, et donc il faut compter que pour vous, cela doit représenter à peu près 3 quarts d'heure sur l'heure et demie qu'on consacre à l'exercice 2. Mais au final, c'est pas du temps perdu, puisque si vous calculez bien, vous avez tout là. Maintenant, il ne reste plus qu'à rédiger, c'est-à-dire à transformer ce qu'on a écrit sur les brouillons au crayon à papier en phrases avec sujet, verbe, complément, à rajouter les conclusions et les transitions avec des phrases sujet, verbe, complément, en faisant attention à ce qu'on écrit, en faisant pas trop de fautes d'orthographe, en sautant des lignes. Bref, 3 quarts d'heure pour faire ça, c'est largement suffisant.
Ce qui fait que donc dans cette méthodologie, qui est parfois un peu inhabituelle parce que la plupart des profs conseillent d'abord de regarder les documents et ensuite d'établir son plan, et bien ici on a fait tout le travail avant et on n'a plus qu'à recopier. Voilà. Je vous ferai une vidéo pour l'exercice 1 quand j'attaquerai la correction de l'exercice 1 dans mon paquet de copies. Au revoir.